Je suis maman de 4 enfants qui ont 32, 30, 28 et 25 ans. Jusqu'à il y a 16 ans, on était une famille comme il y en a des milliers au Québec, là. Papa, maman, les enfants. Cette journée-là, tout a basculé, là. Puis j'ai entendu freiner, là, mais vraiment les pneus qui crissent, là, puis un bruit d'impact. Et tout de suite, là, les fenêtres sont ouvertes parce que c'est une très belle journée d'automne, il faisait chaud, les fenêtres sont ouvertes et la voisine se met à crier « Sylvie, Sylvie, viens vite, c'est Angélique, c'est Angélique ». Je suis sortie en courant et c'est ça, Angélique avait été frappée. Et je l'ai tournée, et j'étais à 4 pattes au-dessus d'elle et je hurlais là, parce qu'elle était en train de devenir bleue. Là. Je savais qu'il fallait qu'il rentre de l'air parce que... Et c'est ça, je ne sais pas après combien de temps, j'ai tellement crié fort qu'elle a... J'ai seulement vu le blanc de ses yeux, mais au moins elle a recommencé à respirer, mais elle est restée inconsciente. Le diagnostic, c'était ça, un traumatisme crânien sévère et elle avait de multiples contusions, pas de fractures, mais de multiples contusions, mais c'était un très gros traumatisme. Et au sortir du scan, le neurologue m'a informé que si elle se réveillait, parce qu'il n'était pas certain, le tronc cérébral était très, très atteint, et ça, c'est ce qui nous maintient en vie. Alors, si elle se réveillait, je devrais lui donner au moins 2 ans de mon temps. Finalement, on en a fait pendant 9 ans. Et on en fait encore aujourd'hui après 16 ans, mais Angélique est très autonome maintenant. Là. Il m'avait dit, à ce moment-là, après 6 mois, elle est encore à l'hôpital, mais là, il y a une analyse neuropsychologique qui se fait. Elle ne marchera plus, elle ne parlera plus et elle ne pourra plus jamais avaler. Elle était gavée. Alors, aujourd'hui, quand j'entends des diagnostics, Un samedi matin, Angélique est assise avec son père à la table en train de déjeuner. Et la veille, depuis plus de 24 heures, il se plaignait de maux de tête vraiment là, insupportables. Et il avait été à l'hôpital la veille, mais ça a été trop long. C'était un homme qui était quand même assez impatient. Et après 6 heures, il a dit « Regarde, là, je vais prendre des Tylenol puis je vais aller me coucher. J'ai de l'ouvrage demain, ça devrait passer. » Sauf que c'est ça, le lendemain matin à 8 heures, il est tombé dans son bol de céréales. Son côté gauche a paralysé instantanément. C'était un ACV sylvien droit qu'on appelle vraiment très, très grave, là, qui a laissé des séquelles très importantes au niveau physique et cognitif. Le neuropsychologue qui te dit « C'est plus 4 enfants que vous avez maintenant, c'est 5, dont un délinquant. » C'est quelque chose. Et un week-end en mars 2007, mon 3e enfant, Benjamin, qui étudie à l'ITA de Saint-Hyacinthe pour prendre la relève avec son frère, qui adore l'agriculture aussi, il a sa copine, il a son appartement, il a son auto, il est très autonome, il a 18 ans et 3 mois. Ce week-end-là de fin mars, dans le temps, il y avait les défis intercollégiales qu'on appelle. Et il était parti à un défi à l'ITA de la Pocatière, aller représenter l'ITA de Saint-Hyacinthe à la Pocatière avec un autobus. Là, toutes les cégeps du Québec se retrouvaient là. Et le samedi soir, la journée venait de finir. Lui, il a repris l'autobus pour revenir à son hôtel, se préparer pour aller souper, là, comme qu'il avait prévu tous ensemble. Et de la même façon que sa sœur, il est descendu de l'autobus. Au lieu d'aller passer par en arrière, il a passé par en avant. Et en traversant, il s'est fait frapper. Benjamin, c'était beaucoup, beaucoup plus sévère que sa sœur. Il n'est pas décédé à ce moment-là parce que le petit hôpital à la Pocatière, il était à 10 minutes de l'endroit où il s'est fait frapper. Alors, il l'a emmené rapidement là et ils l'ont intubé parce que sinon, il ne serait plus là aujourd'hui. Et Benjamin, c'est un traumatisme crânien sévère aussi, à récupération lente. J'avais jamais entendu parler de cette catégorie de TCC-là. J'en ai appris un nouveau en 2007, un TCC sévère, récupération lente.
Benjamin, comparativement à sa sœur, avait beaucoup de fractures. Il avait le bassin fracturé, le fémur. On a dû enclouer sa tête. Il y avait tellement de fractures, il ne pouvait pas les compter. Il n'y avait rien de déplacé. Il y avait même une fracture au niveau de la C1, ce qui est très dangereux. Là. Il aurait pu avoir la moelle épinière touchée, mais c'était pas déplacé. Alors, il y a eu un collier pendant plusieurs mois. Et Benjamin il a été 6 mois dans le coma. Mais Benjamin, après 2-3 semaines, ses yeux ouvraient. Mais il n'était pas là. Il a été pendant plusieurs mois ce qu'il appelle un coma vigile, entre deux. Il n'est pas dans le coma, puis il n'est pas réveillé. Puis là, ses yeux, ils tournent, puis il cherche. Puis tu essaies de lui parler, tu essaies d'établir un contact, ça ne fonctionne pas. Ça a pris 6 mois, la date de son accident, pour qu'on soit capable de communiquer. Benjamin, j'ai dit qu'il avait 18 ans et 3 mois. C'est ce qui est plate dans l'histoire, c'est qu'il n'a pas eu droit au service que s'il avait eu 17 ans. Il est tombé dans la catégorie adulte. Alors, de la date de l'accident, tu as droit à 2 ans de service. On m'avait offert, c'était soit le CHSLD ou la maison. Si elle allait en CHSLD, c'était trop difficile, il n'y aurait pas de réadaptation. Mais si je le ramenais à la maison, il y avait moyen de persister un peu. Alors j'ai dit, j'ai donné la chance aux 2 autres, je vais donner sa chance à lui. Là. Quand il a eu son accident, bien là, je ne pouvais plus m'occuper de mon mari à la maison. Je ne pouvais pas les laisser Angélique puis Daniel tout seul. Alors, lui avait développé des troubles de santé mentale. Alors, il a été placé en résidence intermédiaire là, en mai 2007. Alors, quand Benjamin est revenu à la maison, mon conjoint était plus ici, mais je m'en occupais, là, je continue de m'en occuper quand même. Et parce que les 3, c'est sûr que j'aurais pas été capable. Là. C'est beaucoup de planification, beaucoup d'organisation, puis il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, mais encore là, c'est les proches, c'est la famille, c'est les amis, parce que Benjamin aussi, il est SAC, là. Alors, tu n'as pas d'aide du CLSC, tu n'as pas rien. Parce que c'est 7 jours, c'est tout le temps, c'est jour et nuit. Puis Benjamin, il avait beaucoup de spasmes, donc beaucoup de douleurs. Il se réveillait 10 à 12 fois par nuit. Moi, j'avais des nuits, j'en avais pas de nuit. Puis là, il fallait le tourner. Il n'est pas capable de se tourner. Alors, aux 2 heures, il faut le tourner. J'ai fait ça pendant 26 mois. C'était très difficile physiquement. Tu as beau avoir des leviers, mais la maison n'était pas adaptée plus qu'il faut. Là. Idéalement, ça l'aurait pris un plein pied, puis il aurait fallu reconstruire en eux. J'ai développé des douleurs. J'avais une bursite à une hanche, j'avais de quoi te déplacer dans le cou. Je prenais des médicaments pour la douleur. Et là, après 1 an et demi, là, j'ai commencé à dire ça marche pas, là, on t'offre pas, il faut qu'il y ait de l'hébergement. Alors là, la recherche d'hébergement qui commence pour un jeune de 20 ans. Il n'y a rien. Il n'y avait pas de centre de jour. Je savais qu'il n'y avait pas de centre de jour. Alors, il est allé au centre de jour, mais c'était à Longueuil. Ça coûtait 160 $ par jour le transport. Sinon, il fallait que j'engage quelqu'un à aller le mener. Pas de centre de jour, pas d'hébergement. Là, j'ai dit, bon, OK, Martin et Matt, j'ai pensé à Martin et Matt, je les appelle. Ça fait plusieurs fois, d'ailleurs, je les appelle. Dans le temps, ils parlaient d'ouvrir la maison à Laval. Ils ont ouvert à Laval en 2008. Mais il faut être résident de Laval. Puis là, il y avait déjà leurs clients, leurs locataires de sélectionner avant de commencer à construire. Alors, ça ne fonctionnait pas. On m'avait parlé il y avait une résidence qui était à se mettre sur pied à Belleuil, mais c'était seulement qu'une maison ordinaire qui avait adapté 5 chambres. Et les jeunes étaient laissés pratiquement tout seuls. Il y avait juste une préposée pour 5. Alors, je me suis dit, ça ne fonctionnera pas. C'était loin. Tout ça pour en arriver à me résigner. Là, le seul endroit qu'il y a, c'est le CHSLD. Alors là, j'ai commencé ma visite de CHSLD. J'en ai choisi un qui a plus d'espace, que la chambre était plus grande, qui pouvait avoir son meuble d'ordi puis son ordinateur, tout ça. Mais ça fait 6 ans et demi de ça. Ça va un petit peu mieux parce que maintenant, il sait que je travaille sur un projet de jeunes pour lui. Mais ça a été loin d'être le bonheur les dernières années. Là. De voir nos proches qu'on aime, là, les voir souffrir, les voir malheureux, puis le sentiment d'impuissance que ça me fait vivre. C'est sûr que j'ai pas été capable. Et de me faire appeler 2, 3, 4 fois par mois, Benjamin vient d'essayer de se suicider. Moi, je me vois pas aller le visiter au CHSLD pendant 40 ans, là.
je vais mourir avant eux autres, là. C'est ce que je me dis en 2013, là. Il faut qu'il se passe quelque chose. T'sais, alors, c'est vraiment pour les 4, pour les autres familles et pour moi, beaucoup pour moi, pour donner un sens à tout ça. Pourquoi que, tu sais, 1 par famille, c'est trop? Pourquoi 3? Alors là, je me suis dit, bien, toute cette colère-là, ce qui me donne de l'énergie sans bon sens dans moi, je vais la mettre au service de la cause. Et plus, tu sais, ça va faire 3 ans bientôt, plus qu'on avance dans le projet, plus que ça se développe, bien, moi, je guéris. La première réunion du conseil d'administration a eu lieu ici, le 15 octobre 2014. Depuis quelques mois, là, je suis venue à bout de convaincre le réseau de la santé et on nous a accordé là, un financement récurrent. Et là, j'ai pu embaucher une coordonnatrice philanthropie et développement parce que j'ai élaboré une campagne de financement qui va se faire sur 5 ans. C'est un projet global de 11 à 12 millions de dollars, mais nos coûts d'opération se chiffrent à peu près à 3 millions de dollars par année. Et cet argent-là, comme dans d'autres projets similaires, ça doit venir du ministère de la Santé. Selon les statistiques du ministère de la Santé, en 2010, c'était 450 jeunes, comme mon fils, en bas de 55 ans, qui sont en CHSLD puis que c'est pas leur place. Notre organisme est supporté présentement par la Ville de Saint-Rémy, le Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest, le bureau d'avocats de Vaux de Brossard, la Fondation Le Pilier à travers M. Pierre Bélanger pour ses conseils et son expertise dans des projets comme le nôtre, Georges Carazato, architecte, l'Association des personnes handicapées Région du Haut-Richelieu, le Centre local de développement des Jardins de la Pierreville à travers l'agente de développement social Sonia Dumais et la Société d'aide au développement des collectivités Suroît-Sud pour le montage financier pour la construction. En fait, c'est une mission qu'on s'est donnée, c'est de doter la Montérégie-Ouest d'un complexe multifonctionnel adapté pour les personnes de 18 à 55 ans qui souffrent de TCC et ou de déficience physique-motrice. On va desservir l'ensemble de la Montérégie-Ouest qui compte les 5 MRC, soit Jardin de la Pierreville, Roussillon, Beauharnois-Salaberry, Haut-Saint-Laurent et Vaudreuil-Soulanges. Notre complexe multifonctionnel va être situé ici, à Saint-Rémy, sur un terrain de 200 000 pieds carrés qui nous a été offert gracieusement par la Ville. Et il va être construit en 2 bâtiments. Il va y avoir un premier grand bâtiment qui va être les 32 logements, adaptés aux besoins de chaque locataire. Et il va y avoir des 3,5, des 4,5, un 5,5. Et à même ce bâtiment-là, il va y avoir tous les bureaux administratifs de Vent d'Espoir, la direction générale, les employés principaux. Et il va y avoir des aires communes, des salles de bain thérapeutiques, dans le fond, pour répondre à tous les besoins des clients. Et on va probablement, on voulait mettre le centre de jour dans l'autre bâtiment, mais il va revenir avec les logements pour que ce soit plus accessible. Alors, on parle d'un centre de jour d'environ 2500 pieds carrés, avec un atelier de menuiserie, un atelier de cuisine. Et aussi, on va faire un atelier de travail parce qu'on a des clients, des traumatisés crâniens, qui étaient des hommes comme vous, qui maintenant n'ont plus d'emploi et n'ont pas grand-chose à faire de leur journée, mais qui seraient intéressés par faire des montages là, pour les grandes chaînes, faire des cartes de Noël ou peu importe, là, faire des ateliers de travail pour occuper nos jeunes. Il va y avoir 2 chambres de répit pour parfois des jeunes qui sont à la maison, les proches tombent malades ou veulent aller en vacances. On va avoir 2 chambres de répit à 2 lits chacun pour offrir ce service-là. Et les soins, tout dépend des besoins de la personne, vont être offerts par des préposés aux bénéficiaires, éducateurs spécialisés. Et au stade où on en est rendu du projet avec notre calcul d'heures soins pour la clientèle qu'on vise, on parle de 65 emplois là, à temps plein, en plus des temps partiels pour la piscine, le gym et les autres services.
Alors, le deuxième bâtiment, il va être composé, il va contenir la piscine qui est adaptée. Il y a un bassin qui va servir à toute la population en général, tant pour des cours de natation, de l'aquaforme, peu importe qui va aller se baigner. Et il va y avoir un plus petit bassin, plus chaud, qui va être le bassin thérapeutique, où les gens vont pouvoir faire de la réadaptation en piscine, revenir et apprendre à marcher. On pense aux personnes âgées qui subissent des chirurgies, tout ça. La mobilité est plus difficile, mais dans l'eau, en n'ayant plus le poids du corps, tu es beaucoup plus libre de tes mouvements et ça va être bénéfique là, à nos jeunes, mais aussi à l'ensemble de la population. Donc, il va y avoir la piscine, les vestiaires. Il va y avoir une salle de gym aussi, un gymnase adapté. Je me suis beaucoup inspirée du modèle de Lucie Bruno à Montréal-Est, d'où c'est les mêmes équipements que vous puis moi avons besoin, excepté qu'ils sont adaptés pour une personne qui est en fauteuil roulant. Si la personne a des spasmes, bien, les appareils sont réglés pour diminuer la douleur, tout ça. Et il va y avoir des préposés pour aider les personnes handicapées à utiliser les appareils. Et le gymnase, c'est comme la piscine, il va pouvoir être utilisé là, par tout un chacun qui a besoin de ce service-là. Et c'est sûr quand il y a de la place, là, mais tout a été pensé pour desservir le maximum de personnes dans le complexe d'activité. Puis finalement, il va y avoir une clinique de physiothérapie, ergo, masso, privée. On a déjà des ententes d'établis à ce niveau-là. Et finalement, un petit café-bistrot si jamais vous avez un petit creux après avoir bougé autant. Au fond, nos jeunes vont ils vont signer un bail chez nous. Alors, ils vont vraiment vivre chez eux, dans leur appartement. C'est ce qu'on veut créer comme milieu de vie où les familles vont pouvoir venir les voir, peu importe le jour, peu importe l'heure, le moment de la journée. Et on sait que parfois les familles vivent loin, alors s'ils sont intéressés à rester dormir, bien, il va y avoir de l'espace dans les appartements pour ça. Ça va être vraiment des appartements complets avec cuisine adaptée, laveuse, sécheuse, la salle de bain va être adaptée. Alors c'est vraiment un endroit d'où nos jeunes sont chez eux et l'aide vient de l'extérieur, comme le soutien à domicile qu'on entend souvent parler pour les personnes âgées. Dans notre milieu de vie, ceux qui ont besoin des services 24/7, il va y avoir une personne pour 3 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les avantages du complexe, c'est une multitude de services que les personnes traumatisées crâniennes et les gens qui souffrent de déficience physique, c'est une multitude de services regroupés au même endroit. Alors, dans la même journée, tu peux aller chercher 2-3 services. Tu n'as pratiquement pas de trajet à faire. Et pour les familles, au niveau de la qualité de vie, au niveau de l'énergie, au niveau de la bonne entente familiale, ça n'a pas de prix. C'est pas documenté, ça. On est à préparer une campagne de financement majeur qui va être étalée sur 5 ans. On a besoin de ramasser notre mise de fonds pour démarrer la construction du projet. Il nous faut 3,5 millions de dollars. Alors, on cherche là, des gros donateurs, des commanditaires qui vont avoir des noms devant, tout simplement. Là, ça va être spécial et ça va être unique à notre organisme Vent d'espoir. Un souffleur d'espoir, c'est une personne qui nous contacte et qui veut, par son aide, là, créer des événements, organiser des événements et devenir un souffleur d'espoir. C'est nous aider tout simplement dans nos campagnes de levée de fonds. On demande aux gens, à la population en général, parce que la Montérégie-Ouest, c'est 1,5 million de personnes. C'est 10 % de la population qui pourrait, s'ils le veulent bien, bénéficier là, de nos services. Tout dépend de leurs besoins. Alors, ce que je demande au nom de tous nos jeunes et du conseil d'administration, c'est de nous aider à insuffler l'espoir.